It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Bonjour et bienvenue à tous dans ce tout nouvel épisode de The Prospect. Aujourd'hui, épisode important évidemment, ceci est ma première mock draft, donc la mock draft 2023 de la NBA, où je vais m'attarder sur les 15 premiers choix de cette draft NBA. Évidemment, une mock draft devrait compter les 30 ou même les 60 choix de cette draft. Je pense néanmoins ne pas avoir le temps et même les connaissances nécessaires pour faire ces 60 choix ou du moins ces 30 choix du premier tour. Je pense aussi que des gens le feront beaucoup mieux que moi et de manière assez objectivement plus intéressante. Néanmoins, je pense que pour les 15 premiers choix, je peux avoir mon mot à dire, je peux avoir des choses intéressantes à dire sur ces choix et sur ce qui va se passer notamment en haut avec le choix 1 à 3. Beaucoup de choses à prévoir. Et bien sûr, j'espère que ça vous plaira parce que c'est ma première fois dans ce jeu-là, on va dire. Du coup, on va faire quelques précisions rapides. Déjà, je ne pense pas avoir tout bon sur ce que je vais dire. Je pense que je me mets plutôt à la place des différents GM, ce que je ferais à leur place et les choix que je ferais pour chaque équipe selon leurs besoins et selon les profils des joueurs. Je ne dis pas évidemment que certains joueurs partiront à ce classement-là. Pour moi, c'est surtout un classement de valeur et de potentialité plutôt qu'un classement, on va dire, objectif des choix et des rumeurs que l'on entend assez régulièrement. Du coup, il y a des joueurs potentiellement qui partiront avant ou après, évidemment, comme dans chaque mock draft. Mais je tenais à le dire parce que, évidemment, j'ai fait des partis pris, évidemment, comme tous ceux qui se soumettent à ce jeu, on va dire. Et donc, ne vous étonnez pas de voir certains noms ou certains de vos chouchous un petit peu déplacés comparés aux autres mocks que vous pouvez lire ou écouter d'habitude. Donc voilà, j'en ai terminé avec les présentations et cette introduction. Donc on va y aller pour le premier choix. And that means that the number one pick in the 2023 NBA draft goes to the San Antonio Spurs. The San Antonio Spurs walk away with the first overall pick in the 2023 draft. The right to draft a paradigm shifter, a generational talent in Victor Wembanyama. Their first number one pick since 1997 in Tim Duncan. Alors, avec le premier choix de cette draft NBA, de cette mock draft NBA 2023, les San Antonio Spurs prennent pour moi Victor Wembanyama. Alors je pense que là, c'est pas la partie la plus intéressante de la vidéo, vous vous en doutez, on est plutôt sur du côté obvious. Victor Wembanyama est un prospect générationnel comme on n'en voit que tous les 20 ans peut-être, les 20-30 ans, peut-être jamais en fait. Pour ceux qui ne le savent pas, on parle d'un pivot de 2m22 ou 24, ça dépend des mensurations, on ne les a pas officiellement, qui peut slasher, qui peut défendre, je vais pas refaire le profil, qui a un mélange pour certains insiders et pour faire parler, on va dire, un mélange de Anthony Davis avec une défense de Rudy Gobert, d'Anthony Davis, une attaque comme Kevin Durant pour certains. C'est beaucoup plus compliqué, évidemment, il créera sa propre histoire par lui-même, mais du coup, on a un Victor Wembanyama qui tombe en 1 aux Spurs, où il prendra évidemment le poste 5, même si, comme je l'ai dit dans des précédents podcasts, j'aimerais bien le voir avec un éboueur au poste 5 et lui jouer en 4, comme il le fait parfois aux Mets. Là-bas, il jouera poste 5, à côté de gros défenseurs comme Jeremy Sohan ou comme Keldon Johnson. Donc, il y a de quoi créer quelque chose d'assez intéressant. On a un groupe de jeunes, évidemment, qui partent de loin parce qu'on est sur une des équipes en reconstruction les plus loin dans leur reconstruction, avec notamment aucun meneur titulaire aujourd'hui en NBA. On a Trey Jones qui a beaucoup de talent, mais qui n'a pas non plus le bagage nécessaire au jour J pour être meneur titulaire. On aura un Victor Wembanyama qui sera directement la première et la seule superstar de cet effectif dès son arrivée en NBA, en Summer League ou dès octobre, et on aura du coup un effectif très intéressant avec des gros défenseurs autour de lui, des joueurs assez intelligents, Devin Vassell, Keldon Johnson, etc. et beaucoup de potentiel, même si cette équipe pour moi est assez sous-cotée dans les noms qu'elle renferme. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de hype, en tout cas pour l'instant, aux Spurs. Victor Wembanyama s'intégrera parfaitement avec, évidemment, il sera aussi coaché
par Popovich, ce qui est quand même une grande chance quand on arrive en NBA pour un si jeune joueur. On sait aussi, d'après les rumeurs, que les anciennes superstars des Spurs, comme Tony Parker, comme Tim Duncan, comme Manu Ginobili, iront l'entraîner et l'aideront à se développer. Donc voilà, je pense que même si les Spurs ne sont plus la franchise qu'ils étaient il y a quelques années, on est quand même sur une des franchises les plus stables, malgré la reconstruction, malgré les résultats complètement absents, et c'est parfait pour lui, donc pour se développer et avoir le temps de devenir le joueur qu'il vise à devenir, la superstar qu'il veut devenir. Donc voilà, on arrête avec le premier choix, je pense que tout est dit. Du coup, allons pour le second choix. On va à Charlotte, les Charlotte Hornets, qui vont sélectionner pour moi Scoot Henderson. Alors voilà, déjà, premier désaccord avec beaucoup de mock draft. Pour moi, Scoot Henderson sera effectivement pris en deuxième position de cette draft NBA, tout simplement parce que c'est le second prospect générationnel de cette draft. C'est un talent énorme comme on n'en voit que très rarement. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, que ce soit sur Twitter ou sur d'autres podcasts, derrière Zion Williamson et Victor Wembanyama, c'est tout simplement le plus gros prospect de ces 10 dernières années. C'est un joueur énorme qui va day one contribuer et qui peut tout simplement jouer à côté de la Melo Ball. Il y aura évidemment des grosses interrogations, notamment défensives, mais à la création, en tout cas offensivement, avec les qualités de la Melo Ball qui sont plutôt de shooter, de créateur, et non pas de quelqu'un qui pénètre à outrance comme le ferait Scoot Henderson, on a une variété offensive qui pourrait être tout à fait intéressante. Les deux peuvent porter la balle, les deux devront évoluer aussi sans ballon pour laisser s'exprimer l'autre, mais je sens qu'avec des joueurs aussi jeunes et assez intelligents, ils pourront le faire, ils pourront se développer assez correctement. En plus de ça, Scoot Henderson, qui est mesuré entre 1m88 ou 89 et 1m93, il a une taille qui le fait pouvoir jouer meneur, ou en tout cas il sera arrière, je pense, évidemment. Et la Melo Ball est un meneur de 2 mètres, donc même au niveau de la taille, ça correspond plutôt bien. De toute façon, en deux, quand on est une franchise comme les Charlotte Hornets, on prend le plus haut pic et le plus haut potentiel. On prend donc au talent et pas au fit. Et je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi. J'espère pour eux que Charlotte sera d'accord avec moi. Et de ce fait, je prends Scoot Henderson en 2. De toute façon, ça peut matcher. Le potentiel est énorme. Un potentiel All-NBA et potentiellement de MVP à prévoir. Donc oui, Scoot Henderson partira en 2 pour moi. Et on va passer du coup à mon équipe. Ma team, ma fameuse team des Portland Trail Blazers qui vont pick en 3. Et pour moi, en 3, je choisirais, en tout cas, d'après ma mock draft, Amen Thompson. Voilà, je pense que personne n'a ce choix, ou en tout cas très peu choisirait Amen Thompson devant certains autres noms dont on va parler ensuite. C'est mon cas. Je pense pas non plus qu'il y aura, je n'espère pas plutôt, qu'il y aura de transfert le soir de la draft, tout simplement parce que pour moi, et j'en ai assez parlé comme ça, je vise la reconstruction à Portland. Aux Blazers, je veux une reconstruction nette et sans bavure. Voilà, une fenêtre de tir, on remarque quand elle se ferme. Aujourd'hui, elle est fermée. On a un potentiel peut-être pas générationnel comme les deux premiers, évidemment, mais un potentiel énorme en la personne d'Amen Thompson. Et je pense qu'il peut matcher tout simplement avec un effectif en reconstruction. Il jouerait donc à côté d'un Shaedon Sharpe, potentiellement avec Anthony Simons. Les trois auront du mal à jouer à côté, mais voilà, on va pas jouer beaucoup de matchs. Anthony Simons, je sais pas s'il sera vraiment pendant longtemps dans le projet de reconstruction. Amen Thompson fait quand même plus de 2 mètres, 2 mètres 1 ou 2 mètres. Il peut jouer aussi sur les ailes, même si évidemment c'est un meneur en first. Pour faire un petit peu le profil, on parle quand même du plus gros, je pense, du plus gros athlète de cette draft. Un joueur incroyable pour attaquer le cercle et ajouter à cela des qualités de passing et un QI basket
plus généralement assez incroyables qui lui permettront tout simplement pour moi de partager la balle comme il le faudra. Évidemment, il a des lacunes assez énormissimes au shoot qui me font dire tout simplement qu'il devra se développer, mais à côté de joueurs comme Shaedon Sharpe ou d'Anthony Simons, ça se complète plutôt bien. Anthony Simons est un excellent joueur à 3 points, en tout cas en sortie de dribble. Shaedon Sharpe peut se développer aux 3 niveaux et Amen Thompson aura le temps de vraiment scorer en NBA. Et si ça se trouve, si on tire le jackpot, il sera tellement dominant en l'attaque de cercle qu'il pourra être tout simplement incroyable. Ensuite, il a un profil défensif qui fait qu'il devient très intéressant aussi. Ça pourrait être un énorme défenseur. On sait que son frère est considéré comme le meilleur défenseur des deux, mais au vu de ses qualités athlétiques, il pourrait être tout aussi fort. On sait que notre coach, qui je pense restera même en cas de reconstruction, pourra lui donner cette intensité défensive. Chauncey Billups faisait partie d'une des plus grosses équipes défensives de l'histoire, était un bon défenseur. Je pense que c'est ce type de joueur qu'il veut avoir dans son effectif dans le cas d'une reconstruction. Amen Thompson est pour moi en termes de potentiel peut-être pas aussi élevé que les 2 premiers, évidemment, mais bien au-dessus du reste de la classe de draft et doit partir en numéro 3. Voilà. Et donc, continuons directement. On va continuer avec le choix numéro 4. Choix numéro 4 de nos chers Houston Rockets. Alors pour moi, les Houston Rockets, et voilà, là je pense que certains vont câbler tout simplement, parce que je leur ai fait choisir et pick en numéro 4, Cam Whitmore, excusez-moi. Alors voilà, vous remarquez déjà que quelqu'un chute énormément à la draft. Je garde le suspense, même si je pense que tout le monde a son nom en tête. On en parlera après. Mais Cameron Whitmore sera le 4e choix pour moi de cette draft NBA. On est sur un ailier, un énorme athlète encore, un uber athlète dans cette draft, juste en dessous d'Amen Thompson peut-être, ou de Scoot Anderson, donc quand même on est sur des profils générationnels. Cam Whitmore est un fort attaquant, capable tout de suite en fait de porter le ballon et d'attaquer le cercle, mais aussi comme on l'a vu cette année à Villanova, de pouvoir s'écarter, de shooter à 3 points. Un joueur qui peut jouer aussi off-ball, qui va pas dévorer le ballon à outrance, comme beaucoup le font finalement aux Rockets. Le profil est très intéressant, surtout que sur les ailes, évidemment, c'est rempli. On a des jeunes à chaque poste côté Houston, mais on peut se dire qu'il y a une place en sortie de banc et même en titulaire pour moi, à côté d'un Jalen Green et à voir de ce qu'on met en numéro 1, qu'il pourrait être très intéressant. Cam Whitmore peut évidemment couper. Il est un gros finisseur qui n'aura donc par conséquent pas besoin du ballon pour créer et pour prospérer. De toute façon, c'est un très mauvais passeur. Évidemment, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour lui pour atterrir, parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de QI offensif et de playmaking côté Détroit, mais il aura le temps en tout cas de se développer, il aura le temps de devenir le joueur qu'il veut devenir. C'est aussi un excellent rebondeur qui pourra faire quelques séquences en poste 4 et qui pourra évidemment aider dans nombre de secteurs de jeu. Je le prends évidemment pour un profil qui pour moi match quand même un petit peu avec Houston, mais qui surtout, encore une fois, est le plus gros talent disponible en termes de potentiel. Cameron Whitmore fait partie pour moi des joueurs qui déjà sortent de Villanova, qui est quand même réputé pour être un merveilleux, un grand en tout cas, un grand endroit, je ne trouve pas le mot, mais un lieu où s'épanouissent les talents. Et de ce fait, je pense vraiment que Cam Whitmore a le bagage pour devenir au moins un lieutenant ou une star en NBA. Évidemment, c'est un de mes chouchous, donc même si ce plafond, il ne l'atteint pas, au niveau plancher, on a quand même un super athlète qui a des capacités de scoring assez évidentes et qui peut, en plus de ça, prendre énormément de rebonds, ce qui pourrait être tout simplement intéressant pour Houston. Donc voilà. Pour moi, on va continuer avec le choix numéro 5. Et en 5, les Detroit Pistons, du coup, choisissent Brandon Miller.
Alors évidemment, quand un tel joueur comme Brandon Miller glisse autant, il faut le prendre en 5. Dans beaucoup de mock drafts, évidemment, c'est celui qui a glissé. Il devait partir en 2 ou en 3 pour beaucoup d'observateurs NBA. S'il glisse autant, c'est le moment de le prendre. Pour moi, Brandon Miller, je vais m'expliquer d'abord pourquoi le prendre à Détroit. Évidemment, sur le poste d'ailier, je pense qu'il n'aura pas une concurrence énorme. Je ne suis même pas sûr que Bogdanovic reste cette année. Il sera sûrement transféré. Il y a des rumeurs à Dallas, etc. Du coup, il y a de la place sur les ailes. On sait que le scoring et le fait de rentrer la balle dans le panier, c'est plutôt difficile à Détroit. On a aussi le retour d'un Cade Cunningham qui va s'épanouir avec Brandon Miller, qui est un excellent shooter, qui a des lacunes de handle et on-ball qui peut faire un petit peu peur, on va dire, mais qui pour moi seront comblés par des joueurs comme Jaden Ivey, comme Killian Hayes peut-être s'il continue à jouer dans cet effectif, et Cade Cunningham. Donc oui, Brandon Miller, évidemment qu'il match. C'est un ailier de 2m04 ou 6, je ne sais plus, shooter notamment à 3 points, qui peut aussi défendre idéalement, qui a un énorme potentiel, mais qui pour moi a glissé pour différentes raisons. Déjà, je ne pense pas qu'il a ce profil de future star comme ceux dont on a parlé avant, au moins les 3 premiers. Et en plus de ça, on a vu d'énormes problèmes extrasportifs qui font que moi, je ne le mettrais tout simplement pas à Houston, au vu de ce qui se passe dans cette franchise. Ce ne sont pas non plus des bandits ou quoi, mais je pense qu'il a besoin d'un environnement un petit peu, comment dire, secret, un petit peu sans la hype qu'il y a souvent à Houston, sans toutes les histoires, la médiatisation tout simplement, pour évoluer. En plus de ça, il a eu récemment la mononucléose, ce que j'ai eu aussi, donc je peux vous dire que il ne doit pas être dans le meilleur état. On sait qu'il était déjà très fin et qu'il a encore perdu au moins 5 kilos. On sait aussi que pendant les différentes interviews, il n'a pas convaincu les GM et les différents personnes des franchises où il a été interviewé. Il y a beaucoup d'interrogations sur le cas Brandon Miller. Et pour moi, c'est ça qui me pose le plus de questions. Évidemment, aux Pistons, il aura carte blanche pour scorer, prendre ses shoots et tout simplement se développer. Potentiellement aussi améliorer son handle et sa capacité de dribble. Donc oui, c'est le meilleur endroit pour lui. Il ne faut pas le prendre trop tôt. Ça serait le desservir lui et en fait la franchise qui le prendrait aussi haut. Mais je pense qu'en 5, c'est une bonne solution pour tout le monde. Donc voilà, je les pique en 5, même si beaucoup de gens ici ne seront pas d'accord. Ah oui, effectivement, j'ai oublié une chose importante, c'est que c'est un joueur qui a fait peu d'années à la fac, mais qui est un 2002, du coup qui est un peu plus vieux. Beaucoup ont tendance à l'oublier, mais du coup son potentiel baisse comparé à des Victor Wembanyama, Scoot Henderson et Cam Whitmore, qui ont à peine 19 ans et qui donc sont des 2004. Amen Thompson, je crois, est un 2003, mais fin d'année, je ne sais plus exactement. Mais Brandon Miller est le plus vieux parmi ce haut de la draft. Et de ce fait, encore une fois, il doit glisser pour cette raison. Enfin bref, continuons. On s'est attardé sur son cas et je pense avoir été assez complet sur son cas. Donc passons au numéro 6, les Orlando Magic, qui vont sélectionner, d'après moi, Ausar Thompson. Alors, Ausar Thompson, est le frère de Amen Thompson, un arrière qui peut tout simplement jouer meneur aussi, mais son frère avait ce rôle-là en overtime elite. Donc Détroit est complètement full tout simplement sur le front court. Ils ont énormément de talent, mais le backcourt c'est une histoire différente à mon sens. Il y a Gary Harris qui fait une bonne partie de la saison en tant que shooter et en tant qu'arrière. Évidemment, ce n'est tout simplement pas un prospect, ce n'est pas un jeune joueur, C'est un joueur qui est très sujet aux blessures et qui a perdu beaucoup de son niveau qu'il avait à Denver avant. On a à côté de lui des joueurs comme Markelle Fultz, Jalen Suggs ou encore peut-être Cole Anthony. Je veux pas critiquer énormément ces joueurs. Markelle Fultz fait une énorme saison, c'est la plus
grosse saison qu'il a fait depuis sa draft. Jalen Suggs montre des bonnes choses et progresse malgré les blessures. Et Cole Anthony a des meilleurs pourcentages, il a des capacités offensives assez intéressantes, mais on n'est quand même pas sur des profils, de leader de back courte d'une équipe qui se veut compétitive. Là où Ozar Thompson, comme je vous le dis, peut devenir ce type de joueur. Il a moins de potentiel que son frère, mais au jour d'aujourd'hui, il est peut-être plus intelligent, je dirais, plus patient. Il a aussi un shoot qui est nettement meilleur, hein. On l'a vu que ce soit en play-off de l'overtime où il a mis de gros shoots avec des bons pourcentages. C'est d'ailleurs lui qui met le shoot de la gagne pour son équipe. C'est un excellent défenseur. Aujourd'hui, il l'est plus que son frère, à voir à terme, mais il est plus que son frère. Il va arriver dans une équipe, évidemment, où il y aura une défense collective qui sera en place. Il pourra aider, il pourra distribuer efficacement. Évidemment, il a encore du progrès à faire au shoot et cet effectif a besoin de shooters. Il pourra néanmoins jouer à côté de Cole Anthony ou de potentiellement, je ne sais pas, Gary Harris, qui pourront combler cette faille du back court au shoot. Il devra quand même se développer, évidemment, au shoot et dans beaucoup de compartiments, en fait. Hein, c'est un joueur qui reste brut, mais qui a une intelligence de jeu assez intéressante pour un arrière. S'il continue à jouer arrière, il a des talents de passeur assez intéressants, moins que son frère pour une fois, mais tout aussi impressionnant. Il est aussi un petit peu plus lourd que son frère. Bref, il pourra en tout cas défensivement apporter dès le jour 1. Il pourra passer la balle assez efficacement à des joueurs comme Paolo Banchero et finalement on aura un effectif où 3 ou même 4 des 5 joueurs sur le terrain ont un QI basket assez développé. On parle aussi évidemment de Franz Wagner ou ce type de joueurs-là qui sont assez intelligents. Tous peuvent passer, tous peuvent trouver dans les bons intervalles d'autres joueurs et de coéquipiers. Et en fait, le plafond explosera ou non selon si son shoot se règle. Et je n'ai pas de doute sur le fait que ce soit un bosseur comme son frère. On a énormément d'interviews, de confessions des parents qui disent que ce sont d'énormes bosseurs et qui donc pourrait potentiellement en faire un joueur important pour le Orlando dans les années qui arrivent. Moi, je pense vraiment qu'il y a d'énormes chances qu'il arrive, contrairement aux autres en tout cas, d'énormes chances qu'il arrive à Orlando et ça me ferait tout simplement kiffer de voir dans ce maillot bleu qui lui ira à ravir et tout simplement j'espère qu'ils ne feront pas l'impasse sur ce joueur s'il est encore disponible parce que c'est vraiment le type de choix qui te fait gagner et qui te fait step up. Peut-être pas day one, contrairement à d'autres, mais sur le long terme, Ozar Thompson pourrait s'inscrire dans cette reconstruction déjà bien avancée du Magic. Donc voilà, et on va continuer tout de suite avec le choix numéro 7. Hein. En numéro 7, les Indiana Pacers vont choisir pour moi Jarrett Walker. Donc vous avez remarqué peut-être que les choix sont beaucoup plus normaux, on va dire, pour les 2 dernières places. Après Brandon Miller, on retourne un petit peu dans le basique, mais pour le coup le basique efficace, parce que Jarrett Walker est pour moi le joueur parfait, mais alors parfait pour Indiana. C'est un joueur, un ailier avec un corps NBA ready, mais alors NBA ready plus. C'est un ailier qui a 19 ans, qui fait 2m07 d'après ses dernières mensurations et de 100 kilos. Un ailier qui peut scorer avec des énormes pourcentages ou en tout cas des très bons pourcentages à la fac, qui est un énorme défenseur aussi, qui peut tout simplement être parfait day one à côté d'un Tyrese Haliburton ou ce type de joueur, Andrew Nembhard ou TJ McConnell, n'importe qui en fait, parce qu'en fait il peut couper, trouver les espaces, aller scorer proche du panier, défendre efficacement à côté d'un Miles Turner, ce serait tout simplement parfait. Sur un poste en plus
qui est très peu rempli dans l'Indiana, et qui donc pourrait contribuer à devenir directement une meilleure équipe jour 1. Jarras Walker est pour moi un potentiel assez sous-coté de cette draft, Évidemment, il arrive en 7, donc ça va. Mais s'il arrive à développer un bout de handle, si tout simplement à porter la balle plus efficacement, si son QI basket peut-être se développe. Je ne sais pas en fait où placer ces lignes de développement assez clairement, mais pour moi, ce type de joueur avec ce bagage-là, que ce soit offensif et défensif, en termes de plancher, évidemment, ça marche en NBA. Je pense qu'il fera une longue carrière, mais s'il explose son plafond, on peut avoir un joueur très dangereux pour les 10 prochaines années. Évidemment, il faut qu'il pose le ballon, comme je l'ai dit. Son plancher est énorme. On parle d'un role player plus dès son arrivée. Et en plus de ça, il sera mis dans des dispositions magnifiques avec un meneur. On aura un alliage backcourt, frontcourt assez intéressante. Mais là, je parle vraiment d'un plancher. Quand je parle de joueurs en coupe, c'est en tout cas qui coupe, qui reçoit le ballon dans les bonnes dispositions proches du cercle, qui joue comme le veut le tempo assez rapidement en plus côté Indiana. Ça pourrait être très intéressant. Mais il a tout simplement de quoi devenir très dangereux pour les attaquants et les défenseurs adverses pour les années à venir. Et je pense que le meilleur endroit pour faire cela et pour se développer efficacement sera à Indiana, à côté de Tyrese Haliburton. Donc continuons avec le numéro 8, le choix numéro 8 de cette draft 2023, avec les Washington Wizards. Les Washington Wizards donc choisiront pour moi Anthony Black. Situation particulière côté Washington évidemment, parce que Bradley Beal est enfin parti, j'ai envie de vous dire, heureusement pour eux, même si la contrepartie est misérable, eh bien il est temps de reconstruire, et quel meilleur moyen de le faire que de drafter Anthony Black. On a des joueurs évidemment sur les ailes qui sont assez intéressants, des jeunes comme Corey Kispert, comme Deni Avdija. On a Johnny Davis qui a un petit peu progressé en fin de saison, même s'il était vraiment raw toute la saison. On voit des lignes de progrès de la part de ces joueurs-là. Et on a tout simplement un poste de meneur qui n'est tout simplement pas alimenté. On a un Monte Morris et potentiellement un Delon Wright, mais les deux ne devront pas rester à mon sens. C'est tout. Anthony Black aura de quoi devenir la première pièce de ce nouveau projet, avec un nouveau front office et tout simplement des jeunes joueurs intelligents comme Deni Avdija et Corey Kispert, qui sont pour moi des joueurs un petit peu sous-cotés dans leur rôle en tant que shooter, de facilitateur, de tout ce type de joueurs-là. Je ne parle pas évidemment de Kristaps Porzingis et Kyle Kuzma, parce que je ne pense pas qu'ils font maintenant partie du projet à court terme, moyen terme et long terme. Et on a un Anthony Black qui deviendra directement la tête de ce nouveau projet. On est donc sur un meneur de plus de 2 mètres, je crois 2,01 m, totalement all-around, avec un très bon QI basket, gros défenseur à la fac, qui prenait tout simplement les meilleurs extérieurs adverses, qui est très bon en attaque de cercle, mais qui n'a tout simplement aucun shoot à l'heure actuelle, qui doit se développer un minimum de shoot, évidemment, vous le pensez, pour pouvoir progresser et pour pouvoir être impactant. Mais comme je l'ai dit, on est sur peut-être maintenant l'équipe en reconstruction la plus loin avant les Spurs, parce que les Spurs ont maintenant Victor Wembanyama dans ma mock draft, et de ce fait, il aura tout le temps de perdre des matchs et de pouvoir s'améliorer. Anthony Black est évidemment un excellent joueur qui, en fait, s'il avait un minimum de shoot ou au moins ce petit flotteur pour ne pas avoir à finir trop proche du cercle, pour être bien plus haut dans les mocks, bien plus haut en termes de potentiel, en tant que joueur plutôt, mais en termes de potentiel, c'est tout à fait intéressant. Et je pense qu'un endroit aussi vide de joueurs sur son poste lui permettra de se développer assez efficacement, surtout avec un nouveau management qui a l'air meilleur que l'ancien côté Wizard. Donc voilà, continuons donc avec le choix numéro 9. Et on va parler du Utah Jazz qui sélectionne en place numéro 9
Taylor Hendricks. Alors Taylor Hendricks, pourquoi il arrive là? En effet, c'est un énorme défenseur, un shooter qui est complet pour moi. C'est un ailier évidemment, un 3&D dès le jour 1 en NBA de 2,06 m, donc très intéressant. Je pense néanmoins qu'il n'a pas le profil à devenir une future superstar. En tout cas, il n'en a pas montré qu'il en avait la carrure à voir dans le futur. C'est pour ça que je le place derrière des joueurs comme Jarrett Walker ou des joueurs comme Brandon Miller. Mais au jour d'aujourd'hui, Taylor Hendricks, à la manière d'un Jarrett Walker, a tout pour durer longtemps en NBA. Un 3&D dans une équipe comme Utah, en jouant à côté d'un Walker Kessler, peut-être à la place d'un Lauri Markkanen en 4 ou même en 3, de toute façon, même si ça sera un petit peu grand, c'est tout à fait possible. Ça pourrait être tout à fait explosif. On est sur un shooter donc de 2,06 m qui a un profil extrêmement recherché en NBA. On ne sait pas si Lauri Markkanen sera transféré. En tout cas, il y a peu de chances qu'il y ait d'autres moments où il ait une cote aussi haute sur le marché des transferts au vu du ce qu'il nous a montré de sa sélection All-Star, mais aussi de son très bon contrat. Il n'a pas un contrat de All-Star, tout simplement. Et je pense que Taylor Hendricks, en numéro 9, pour jouer à côté de joueurs un petit peu intéressants et tout simplement combler les failles de l'autre en la personne de Walker Kessler, ça pourrait être tout à fait intéressant et tout simplement un win-win, que ce soit pour la franchise ou pour Taylor Hendricks s'il arrive en NBA. Voilà. Donc continuons avec le choix numéro 10 des Dallas Mavericks qui sélectionne Grady Dick. Pour moi, ce choix numéro 10 doit être gardé par la franchise de Dallas, tout simplement parce que je pense qu'ils n'auront pas l'occasion d'avoir un joueur assez fort, en tout cas un lieutenant ou un 3&D qui te fait passer un palier tout simplement pour le transférer. Et je privilégierais donc le potentiel de Grady Dick à la place. Donc là aussi, on est sur un shooter élite, un joueur de 2 mètres, un joueur tout simplement impressionnant à la fac, un shooter à plus de 40% au shoot sur 6 ou 7 tentatives, je crois, un facilitateur, un joueur très intelligent qui sait passer à travers les écrans, un défenseur collectif assez intéressant, tout ce qui a besoin finalement une équipe comme Dallas. On rappelle qu'il n'aura pas à porter la balle parce que Doncic et Kyrie le feront. Il est avec des joueurs très très intelligents qui pourront lui donner la balle dans les meilleures dispositions pour shooter et pour être le plus efficace. Sur l'homme, je ne sais pas s'il deviendra un défenseur aussi fort que collectivement ce qu'il a montré à la fac, parce qu'en fait il est très frêle, il n'a pas les qualités athlétiques les plus importantes, mais il pourrait devenir à terme une sorte de Nicolas Batum un petit peu plus, en tout cas le Nicolas Batum actuel, parce qu'en fait c'est un joueur intelligent, un joueur collectif qui pourra passer la balle pour faire les bons décalages collectivement, un joueur qui plaira à Jason Kidd défensivement et qui fera les bonnes rotations, qui fera ce qu'il faut, même s'il aura des difficultés, en tout cas au début s'il ne prend pas un petit peu de poids pour défendre les extérieurs, les ailiers adverses. Il a un handle qui est encore un petit peu bof, comme je l'ai dit, un petit peu limité, mais déjà il aura l'occasion de s'améliorer, il n'a que 19 ans, et en plus de ça, il jouera avec des joueurs dont c'est le rôle avec Luka Doncic, et qui donc pourra permettre à cette équipe non pas de step up, mais de trouver une asset assez très intéressante, tout simplement, pour pouvoir jouer les beaux rôles à l'ouest derrière des meneurs et des arrières comme Kyrie Irving et Luka Doncic. Donc oui, Grady Dick est pour moi la situation obvious et le joueur obvious à prendre pour jouer peut-être en tant que remplaçant ou en tout cas joueur de rotation pour quelques minutes, jouer à côté de joueurs comme Kyrie Irving et surtout Luka Doncic qui se plaira à l'avoir dans le collectif, vu que lui, contrairement au reste de l'effectif de l'année dernière, peut rentrer ses shoots importants et ses shoots tout court finalement. Donc voilà, on va continuer avec le choix numéro 11 et on retourne côté Orlando. Alors on a parlé d'un joueur
En numéro 6, Ausar Thompson, qui peut jouer en tant qu'arrière et meneur. J'ai bien précisé et meneur, parce que pour moi, c'est un meneur qui joue arrière parce que son frère jouait meneur à sa place. En tout cas, il peut jouer les deux rôles. Et on va lui ajouter à ça en 11, Keyonte George. Alors Keyonte George, encore une fois, un petit chouchou de la draft de mon côté. Il y en a un dernier qui va arriver après, mais Keyonte George est vraiment un potentiel intéressant. C'est un shooter aux 3 niveaux, qui a des mauvais pourcentages, mais il faut voir les shoots qu'il prenait et le jeu collectif de Baylor l'année dernière. Mais un shooter avec qui peut apporter énormément de spacing. Je crois qu'il était à plus de 38% à 3 points l'année dernière, ce qui est déjà pas le cas de aucun des joueurs du Magic l'année dernière et qui, de ce fait, apportera. C'est un joueur qui est évidemment un ball handler, mais qui peut jouer off-ball. Il est souvent comparé en plafond, évidemment, à un Bradley Beal, donc un bon défenseur aussi déjà, alors qu'on ne l'imaginait pas forcément en sortie de high school, avec des flashs de création aussi, potentiellement, ce qui peut faire un leader d'attaque, tout simplement, à terme en tout cas, et qui, pour moi, s'il se développe correctement, pourrait devenir non pas seulement un shooter à 3 niveaux, bon défenseur, mais directement un joueur à plus de 20 points. Et je le pense réellement. S'il est aussi bas, évidemment, c'est par sa sélection de shoot. On va dire qu'elle a encore énormément à travailler. Arrivé en NBA, je pense pas qu'il aura l'occasion d'avoir des shoots aussi mauvais. Quoique, on a vu Cole Anthony faire la même il y a 2 ans, donc on ne sait pas. Mais cette équipe est de moins en moins en reconstruction, donc à voir ce qu'ils vont décider. Mais Keyonte George, qui peut jouer off-ball, shooter à 3 points à côté d'un Ausar Thompson, peut être tout simplement intéressant. Les deux ensemble, de toute façon, ça va me faire dépenser de l'argent dans des maillots. Je pense réellement que c'est très intéressant pour lui d'arriver là-bas dans une franchise pas très médiatisée non plus, parce qu'il peut se développer tranquillement, on va dire, et tout simplement, il peut contribuer day one avec des qualités finalement que, par exemple, Cole Anthony ne possède pas défensivement, et faire partie intégrante de cette défense collective et même individuelle d'Orlando. Donc oui, Keyonte George est pour moi la bonne pioche à tirer. À voir évidemment comment se développe ce choix de tir. Il devra l'améliorer. On sait qu'à Orlando, il y a une culture qui est surtout défensive. Ça serait quand même compliqué qu'il ne rende pas ses shoots pendant une longue période, parce que tout simplement, ils ont besoin de cette capacité à scorer. Donc, dans le cas où il y arrive, il aura évidemment une place de choix dans cet effectif d'Orlando. Et puis, tout simplement, il n'a que 19 ans. Il devra encore prendre de la masse physique. Il n'a pas non plus le premier pas le plus impressionnant au monde, mais il a un handle et des qualités offensives qui sont tout à fait intéressantes et qui peut développer de manière à devenir un joueur important de cet effectif, lui aussi, à côté d'Ausar Thompson. Donc voilà, tout simplement chouchou de cette draft. Regardez Keyonte George jouer à Baylor, même si évidemment les pourcentages au shoot ne sont pas toujours là, mais regardez-le surtout arriver à Orlando, parce que évidemment il y arrivera, je vous le prédis. Enfin bref. On va passer au 12e choix, Oklahoma City Thunder. Et au vu du fait que je n'avais pas fait de transfert pour le choix numéro 3, ni le choix numéro 10, j'ai décidé en 12 de ne faire aucun transfert non plus, même si pour moi il n'y a aucun intérêt dans cette draft 2023 qui est beaucoup d'extérieur, de shooters, de meneurs arrière en tout cas, de prendre un meneur arrière du coup côté Oklahoma City Thunder, mais j'ai trouvé, on va dire, le bon compromis et je pense que Oklahoma draftera Bilal Coulibaly. On y arrive, Bilal Coulibaly, notre chouchou français qui arrive à Oklahoma. Alors évidemment, les postes d'arrière d'ailier sont énormément pris là-bas. Je ne sais pas s'il aura énormément de temps de jeu en année 1 et j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est assez positif. Parce qu'à la manière de son comparse de l'année dernière, il doit encore se développer. Pour moi, il arrive peut-être une année trop tôt en NBA, mais au vu de sa hype actuelle, c'est peut-être la bonne année.
Bilal Koulibaly est un joueur qui fait actuellement 2 mètres, même si je pense que c'est plutôt 1m98 sans les chaussures. En tout cas, il a envoyé 2 mètres aux différentes équipes NBA il y a quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus exactement. C'est un gros défenseur sur l'homme, un joueur qui a encore des progrès à faire collectivement, on va dire, dans sa concentration. Il a un bon handle, une finition élite. Vous avez qu'à aller voir ce que relaie la LNB là, parce qu'il a été jusqu'en finale avec les Mets et c'est là finalement où il a percé et fait d'énormes matchs. Des capacités athlétiques et de finition assez impressionnantes qui pourront lui donner une place en NBA. Un shoot à perfectionner, même si son 3 points n'est pas... Enfin, ses pourcentages à 3 points ne sont pas non plus exécrables. Ce qui me fait un petit peu peur avec lui, c'est ses pourcentages au lancer franc qui sont simplement de 60%, ce qui n'est pas énorme évidemment. Mais à côté de ça, on a un bon défenseur avec des bonnes qualités, un joueur intelligent qui offensivement comme défensivement n'a pas besoin de la balle ou d'être sur le porteur principal pour pouvoir être performant. C'est un joueur dont toutes les équipes rêvent potentiellement à terme, parce qu'en fait, cela peut devenir un 3&D avec des capacités de scoring plus intéressantes que la moyenne, et il peut devenir tout simplement létal. Donc oui, je pense que à Oklahoma, au vu du fait qu'on développe très bien les jeunes, au vu du fait qu'il peut faire des allers-retours en G-League, et potentiellement, si cette équipe déçoit un petit peu, il peut avoir du temps aussi en NBA. C'est peut-être le meilleur endroit, en tout cas en prenant aussi haut, pour lui et pour Oklahoma qui prend encore un joueur de talent dans cet effectif, un joueur dont il faudra attendre le développement, comme je l'ai dit, mais qui à terme peut devenir un joueur important de cette ligue. Donc voilà. Oklahoma City Thunders, Bilal Koulibaly en 12, et on va passer directement au choix numéro 13. Le choix numéro 13 qui est les Toronto Raptors et qui vont choisir Jalen Hood-Schifino. Voilà mon chouchou principal de la draft, on y arrive, encore un, mais celui-là pour le coup est très intéressant. Alors, Jalen Hood-Schifino, je pense déjà que Van Vliet va partir cet été. Il y aura donc un manque évident au poste 1 à Toronto. Il y a beaucoup de rumeurs qui parlent de reconstruction et d'autres qui parlent de garder les assets qu'ils possèdent ainsi que les joueurs comme Siakam, etc. En tout cas, ils ne visent pas à première vue avec le nouveau le nouveau coach de complètement tanker. Ils veulent être compétitifs et pour moi Jalen Hood-Schifino à terme peut être ce style de la draft. On est sur un meneur de grande taille, de un peu moins de 2 mètres je crois, un des meilleurs joueurs à la création de ce top 15. On est sur un expert en majuscule, avec un H, tout ce que vous voulez. Vraiment un expert du pick and roll qu'il a amené au rang d'art, en tout cas en NCAA, et qui, avec des joueurs comme Scottie Barnes, Pascal Siakam, enfin bref, qui, dans un effectif bien construit, avec des joueurs un petit peu plus vieux que lui, peut faire en sorte d'être tout simplement létal. Parce qu'en plus de ce pick and roll, il a une capacité à scorer à mi-distance qui est tout simplement élite, en tout cas en NCAA, et qui peut très bien se traduire au vu de sa taille et de son shoot qui est assez impressionnant, en tout cas à mi-distance en NBA. Évidemment, on a aussi des défauts, je vais pas que l'encenser. C'est un joueur qui doit encore se développer à 3 points et c'est sa principale difficulté, on va dire. Mais j'ai l'air de croire qu'il n'y a rien de rédhibitoire. Parce qu'en fait, avoir sa capacité à scorer à mi-distance et à scorer efficacement, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas faire la même à terme en NBA à 3 points. Mais il doit encore s'améliorer. Il y aura potentiellement d'autres joueurs pour pouvoir créer, ou plutôt pour pouvoir scorer en NBA et de loin à Toronto. Donc je me fais pas trop de soucis pour ça. Mais Jalen Hood-Schifino sera une bonne pioche à coup sûr. En plus du fait que c'est un bon défenseur et qu'il a une bonne taille pour son poste, pouvant le faire défendre des postes 1 et 2 au minimum, je pense clairement que en 13, là où on commence à avoir des joueurs un petit peu à moins de potentiel tout simplement,
peut être un style de cette draft. Et de toute façon, hein, je suis pas le seul à le penser. Hein, j'ai regardé différentes mocks, des commentaires sur des chaînes Twitch, etc. Pardon. On parle d'un style à la manière d'un Tyrese Haliburton. En fait, on parle de Tyrese Haliburton. Je ne suis pas sûr personnellement, mais à voir. Hein, je lui souhaite que ça même. Mais je pense que Jalen Hood-Schifino rêve d'avoir le shoot à 3 points de Tyrese Haliburton. Après, à voir. Mais en tout cas, Toronto est pour moi la meilleure franchise dans le cas où Jalen serait pris dans cette classe-là. Évidemment, il y a beaucoup de joueurs et beaucoup d'équipes, surtout beaucoup de joueurs qui ne seront pas pris de ce top 15 et dont on ne va pas parler. Mais et peut-être que certains seraient pris avant Jalen Hood-Schifino. Moi, j'étais obligé de le mettre en 13 parce que je pense que c'est clairement là où il doit être pris. Et je pense que Toronto réfléchit aussi beaucoup à le prendre, même s'il y a d'autres rumeurs, d'autres joueurs et tout ça. Moi, c'est ce que je ferais, personnellement. Donc, continuons avec l'avant-dernier choix de cette mock draft. Et le joueur qui sera pick en 14, côté New Orleans Pelicans, ce joueur est Kobe Bufkin. Alors, Kobe Bufkin est un joueur qui a extrêmement monté dans ces mocks de draft. Un joueur qui a passé 2 ans à la fac, donc légèrement plus vieux, mais voilà, il faut pas exagérer. Un joueur qui a montré une intelligence de jeu assez impressionnante, mais qui fait un petit peu peur, on va dire. C'est un joueur qui a des certitudes claires, c'est un joueur intelligent offensivement, qui défensivement est énorme, qui peut prendre le meilleur extérieur adverse. C'est un joueur d'1m96, je crois, qui a un très bon shoot au lancer franc à 85%, ce qui me rassure beaucoup parce qu'en fait, à 3 points, c'est encore très faiblard, mais qui à terme pourrait devenir très fort aux 3 niveaux, à la manière d'un Keyonte George et tout ça. En plus de ça, lui est déjà bien meilleur défenseur, potentiellement plus intelligent et plus passeur, avec un plus gros IQ. C'est un bon finisseur au cercle qui manque un petit peu d'originalité peut-être, ou en tout cas de manière différente de scorer, mais qui derrière un joueur comme CJ McCollum ou à côté de lui, ou en tout cas dans un effectif qui lui aussi ne manque pas de talent et qui, à la manière d'un Oklahoma City Thunder, n'a pas vraiment de besoin catégorisé, pourrait finalement être la bonne pioche et le style en termes de potentiel de cette draft à ce niveau-là en tout cas. Je pense que New Orleans fera un bon choix de le prendre. Il pourrait jouer à côté de Dyson Daniel aussi et faire un backcourt incroyable en défense, qui aurait beaucoup de mal à scorer, en tout cas dans les premières années en NBA, mais qui à terme pourrait être vraiment intéressant. Et en fait, emmagasiner du talent est toujours une bonne chose côté New Orleans. Et je pense que c'est le meilleur choix à faire pour eux. Donc voilà. Kobe Bufkin en 14, c'est mon choix. Et on va passer au dernier choix de cette mock draft 2023 avec les Atlanta Hawks en 15 qui vont pick pour moi Derek Lively. Alors, situation particulière à Atlanta, on ne sait pas vraiment où on va, on ne sait pas si les leaders, on va dire, que l'on a pourront nous emmener très loin. On ne sait pas aussi, d'après Snyder Quinn Snyder, le coach, et ce qu'on a vu que ce soit en play-in ou en play-off, si Clint Capella sera encore pendant longtemps le pivot titulaire de cet effectif. On a remarqué déjà qu'en play-in contre Miami, Onyeka Okongwu avait beaucoup plus de temps de jeu et potentiellement un avenir de titulaire dans cet effectif. On remarque de toute façon des qualités athlétiques et une progression chaque année qui est assez intéressante. Et de ce fait, si Clint Capella part et qu'Onyeka Okongwu devient le pivot titulaire, je choisirais Derek Lively, qui est un pivot lui aussi de Duke de 2m15 et qui pourrait devenir le pivot remplaçant attitré de ces Atlanta Hawks, qui est un des joueurs les plus jeunes de la draft, qui pourrait devenir à terme l'un des meilleurs protecteurs de cercle
peut-être pas de la NBA, mais voilà, de cet effectif, si ce n'est le meilleur en fait, et qui était déjà un excellent protecteur de cercle à plus de 2,5 contre ou 2,4 contre par match l'année dernière en à peine 20 minutes de jeu à Duke, qui est encore très brut, que ce soit même en défense, où en fait il prend énormément de fautes, où il saute dans les feintes, etc. Mais aussi en attaque, où en fait il a des mains qui glissent, il ne peut pas s'écarter, il score très peu, mais qui aura tout le temps de se développer derrière Onyeka Okongwu, et qui de ce fait pourrait à terme devenir un pivot défensif assez imposant en NBA. Évidemment, il fait 2m15, il ne peut que très peu s'écarter, mais sous Quinn Snyder, dans un effectif qui commence à suiler, on va dire, correctement, on pourrait atteindre un joueur et un joueur plafond, en tout cas, assez intéressant, un role player, en tout cas un pivot titulaire en NBA. Et je pense que de toute façon, c'est un de mes seuls choix de ce top 15 où j'ai choisi un petit peu plus au fit qu'à la potentialité, mais même à la potentialité au vu de son jeune âge, de son profil physique qui est assez intéressant. On parle quand même d'un joueur de 2m15 qui est quand même bien tanké pour son âge et qui peut finalement que progresser. Donc à voir si Atlanta a la patience de faire cette progression. J'espère pour eux. Pour moi, ce serait le bon choix pour les deux parties. Et j'espère que Dereck Lively aura ce temps de jeu qu'il mérite au vu de sa saison et au vu de ce qu'il montre, notamment en défense. Donc voilà, on a terminé. Eh bien, je ne sais pas si ça a été rapide ou plutôt long. Je n'ai aucune information. J'ai l'impression d'avoir été très rapide sur certains joueurs, notamment Taylor Hendricks, Anthony Black, etc. J'espère notamment et quand même que ça vous a plu. Faites-moi vos retours, évidemment. Dites-moi quel joueur vous aurez vu à quelle place, quelle équipe ou quel transfert. C'est toujours intéressant. C'est même très intéressant. Vous avez les commentaires sur YouTube pour faire ça. Il y a Twitter pour ceux qui m'ont sur Twitter. Et évidemment... pour ceux qui ne le savent pas encore, regardez les podcasts sur YouTube. J'ai ma chaîne YouTube depuis 2 semaines maintenant. Et pour ceux qui viennent de YouTube, vous pouvez regarder et écouter plutôt ces podcasts sur Spotify, sur Apple Podcast, et sur Deezer. Ça peut être plus intéressant pour certains. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça deviendra une sorte de rituel. On fera ça peut-être chaque année. Peut-être que je me lancerai dans des top 30 d'ici 1 an ou 2, à voir. Mais voilà, j'espère ne pas avoir trop dit de dingueries. De toute façon, je connais tous les joueurs qu'il y a dans ce top 15 et je les ai étudiés. Mais au niveau des choix, et voilà. J'espère que ça vous a plu tout simplement et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Au revoir.